On va continuer maintenant avec un designer, un invité assez singulier, Pierre Charpin, admiré par ses pairs et par d'autres, qui a une qualité de travail assez exceptionnelle et une sorte de détermination dans tous ses projets que vous allez pouvoir voir. Il est diplômé de l'école des Beaux-Arts de Bourges en 84. Depuis les années 90, se consacre à la création d'objets et de mobilier. Il a collaboré avec Saint-Louis pour la collection Intervalle en 2011, ou encore avec le CIRVA, si on parle de la partie verre, Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, et dont une partie de sa production a été présentée à la galerie Créo, notamment. Il collabore avec des éditeurs connus, reconnus comme Alessi, Nini Rosé et Usanota et bien d'autres. Et son œuvre est présente dans de nombreuses collections publiques comme le MAD, Musée des Arts Décoratifs, et puis d'autres musées, j'imagine, dont j'ai pas la liste sous les yeux. Voilà, je laisse Pierre présenter son travail. Merci encore d'être ici avec nous. Alors, je vais commencer cette présentation par un propos qui pourrait un peu sonner comme une sorte de petite provocation, enfin gentille. Dans mon processus de travail, dans mon approche du projet, la question du matériau est en fait secondaire. C'est-à-dire qu'elle arrive toujours dans un second temps. Bon, il faut peut-être que je parle un peu de mon processus de travail, qui est essentiellement lié à la pratique du dessin. Alors, le dessin, il me permet, pour le dire simplement, de transformer une intuition en intention. Donc, cette transformation, elle se fait par le dessin. Et quand l'intention commence à se préciser, qu'elle prend forme, que les formes se précisent, c'est à ce moment-là que arrive, de manière assez naturelle, la question du matériau. C'est-à-dire que je me pose la question de savoir quel peut être le matériau ou les matériaux qui pourraient être les plus adaptés en fait pour réaliser la forme, pour la faire exister dans la réalité. Donc il arrive donc dans un second temps. Alors quand ce moment arrive, je fais une sorte d'inventaire des matériaux que je pense qui sont adaptés pour la réalisation de la forme, et plus le projet se développe, plus ça se précise, jusqu'au moment où je fais le choix d'un matériau. Alors, je dis souvent que je n'ai pas, du fait de ce principe aussi, mais j'ai pas d'a priori sur les matériaux, comme j'ai pas d'amour particulier pour un matériau. Et je dis souvent que pour moi, le matériau doit être au service du projet et non le projet au service du matériau. Alors c'est vrai pour tous les matériaux que j'utilise, comme le verre dont on va parler. Alors là, je viens de vous parler d'une sorte de principe, mais évidemment, il y a d'autres situations de projet où le matériau m'est donné d'entrée, il est donné d'entrée, et donc il constitue une des composantes principales du projet. Alors quand ça se présente, évidemment, je m'adapte, et j'ai deux façons d'opérer. En fait, soit on me propose de travailler avec des matériaux que je connais déjà, parce que j'ai eu l'occasion sur différents projets de travailler avec. Et si c'est un matériau que je ne connais pas, j'essaie de m'informer, je m'informe et j'essaie d'en comprendre les logiques et de savoir comment moi, avec mon histoire, j'arrive à rentrer dans ces logiques, quitte de temps en temps aussi à aller contre les logiques du matériau. Mais que ça soit un cas comme l'un comme l'autre, je ne peux pas revendiquer, enfin, la connaissance que j'ai des matériaux, elle est toujours fragmentaire. Ce qui fait que,
pour moi, c'est difficile de revendiquer une quelconque expertise sur un matériau. Je me sens un peu comme, par exemple, avec les matériaux avec lesquels j'ai pas mal travaillé, comme entre autres le verre, mais aussi la céramique. Je me sens plus comme une sorte d'amateur éclairé, en fait. Et si j'ai besoin d'avoir des connaissances plus approfondies sur le matériau, évidemment, je me retourne, enfin, je m'adresse à des personnes qui ont une vraie connaissance du matériau. Alors, pour aller un peu en avant sur la présentation, je vais justement vous parler assez longuement d'un projet qui a été très important pour le développement de mon travail, qui a été le projet que j'ai réalisé au CIRVA en 1998-2001. Alors ce projet, il répond à une invitation qui m'avait été faite par Françoise Guichon, qui était la directrice du CIRVA, la directrice historique, et ce jusque, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 2009. Et cette invitation, elle m'avait évidemment intéressé, parce que c'était une invitation vraiment très ouverte. Il y avait la possibilité d'expérimenter. Il y avait le fait aussi que c'était la première fois que je me retrouvais dans la situation d'avoir à penser et à concevoir des choses en verre. Et si cette invitation m'avait intéressé, elle m'avait en même temps embarrassé parce que, justement, du fait de ce que je viens de vous dire, il y avait cette question du matériau qui était posée, et il fallait partir du matériau, et je ne savais pas, en fait, comment aborder le projet. Donc j'ai pas mal traîné avant de me rendre au CIRVA. Françoise Guichon m'a relancé plusieurs fois, jusqu'au jour où elle m'a dit « Bon, le plus simple, ça serait que tu viennes à Marseille, et que pour 2-3 jours, que tu t'imprègnes de ce qui se passe dans l'atelier, que tu regardes comment ça se passe, et ça devrait déclencher des désirs de faire des choses avec le verre, chose que j'ai acceptée. Donc je me suis rendu à Marseille, et après une visite rapide des ateliers, de la rencontre avec toutes les personnes qui y travaillaient, je me suis retrouvé dans une situation de nouveau embarrassante, car les deux souffleurs qui travaillaient à l'époque au CIRVA, qui soufflaient au CIRVA, attendaient mes instructions. Et je n'avais absolument rien préparé, puisque l'idée c'était que j'aille juste pour regarder et essayer de comprendre des choses. Donc j'ai dû improviser comme ça pour donner des indications. Alors je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est fait, mais cette situation, elle a été déterminante en fait pour la suite du projet. Alors évidemment, il y a tout de suite, parce que c'était la première fois aussi que j'étais confronté au fait d'avoir affaire à des verriers qui travaillaient devant moi, et il y avait tout de suite une fascination parce que évidemment il y a la matière qui est en fusion, tout est mouvant, il y a évidemment la gestuelle des souffleurs, il y a l'odeur aussi de l'atelier, il y a la chaleur, enfin il y a tout un ensemble qui fait que tout de suite j'ai été pris par ce qui était en train de se faire. Et quand à certains moments donnés il y avait des choses que je faisais faire qui me semblaient abouties entre guillemets, mais ou que j'avais envie de passer à autre chose, il se passait que la pièce qui venait d'être faite, elle m'était soustraite en fait au regard, puisqu'elle rentrait dans le four pour descendre à température pour qu'il n'y ait pas de choc thermique. Et donc il y avait cette attente, il fallait attendre le lendemain matin pour voir tout ce qui avait été fait la veille en fait. Et il y a une sorte de rituel comme ça au CIRVA de l'ouverture du four le matin. Donc là c'était la première fois que j'étais confronté à ça. Et là, évidemment, ça a été une énorme déception pour moi parce que je me suis retrouvé face à des pièces en verre qui étaient inertes, donc qui n'étaient en plus pas très intéressantes d'un point de vue plastique, on va dire de la forme. Et j'ai compris que pour avancer dans le projet, il fallait que je prenne des décisions un peu radicales.
Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me concentrer sur une forme élémentaire, un cylindre, qui est une forme de révolution, et d'essayer de travailler sur les petits paramètres qui étaient disponibles pour qu'il y ait de la place pour faire du projet. Donc, alors les paramètres, c'est par exemple l'épaisseur du verre, bien sûr il y a la proportion des cylindres, il y a évidemment leur couleur, puisque ça c'est quand même une des rencontres qui a été importante avec le verre, puisque j'ai un rapport à la couleur qui est assez fort, et c'est la qualité de la couleur avec le verre, et que quasiment je pourrais dire que la couleur devient lumière, quoi. Bon, il y avait cette question de la couleur, il y avait la question de la transparence, il y avait la question de l'opacité du verre, il y avait par exemple comment finir le cylindre en haut, comment le finir en bas, enfin bref, toute une série de paramètres avec lesquels ça me semblait suffisant de pouvoir travailler. Alors, le choix aussi de travailler sur une forme comme ça élémentaire, il correspond aussi à une recherche plus générale que je menais à ce moment-là sur le projet, qui était un intérêt pour la simplicité, une recherche de simplicité dans l'idée d'essayer de retrouver l'essence des objets, de dégager aussi les objets de tout ce qui peut être superflu, et le désir de réduire aussi le langage à quelque chose d'assez minimum. Alors là, je vous montre juste, je ne vais pas trop les commenter, mais des exemples de choses que je menais conjointement au CIRVA pour vous donner une idée un peu de cette recherche-là sur la simplicité. Ça, c'est des formes, c'est extrait d'une sorte de catalogue que j'ai fait c'est des papiers découpés. C'est ce que j'appelle les formes noires. C'est une sorte de répertoire. C'est des choses avant que ce soit des objets. Je dis que c'est une sorte de proto-langage. Ça, c'est la série des stands. Bon, il y avait plus d'objets que ça, mais qui a été montré à la Design Gallery en 2002. Et ça, c'est le travail que j'ai fait, une partie du travail que j'ai fait à Valoris en 2000. C'était dans le cadre de l'opération de designer à Valoris. Tout ça pour dire que ce qui se passe au CIRVA, c'est quelque chose qui se raccorde avec tous les autres projets, même si le travail au CIRVA, c'est pour ça que c'est un projet qui pour moi a une grande importance, c'est que tout ce que j'ai fait au CIRVA, le fait aussi que c'est un projet qui s'est développé sur plusieurs années, ça m'a permis de préciser certaines choses et même d'avancer sur des idées que je n'avais pas encore touchées en fait. Alors, pour retourner au CIRVA, donc j'ai commencé à faire souffler beaucoup de cylindres avec des essais de couleurs, etc. Et autre chose assez particulier de ce projet, et qui vient un peu contredire ce que j'ai dit au début, durant ce projet, je n'ai pas dessiné en fait. Tout s'est fait dans l'atelier en direct, et c'était juste la question de prendre des décisions, et tout de suite les décisions, elles étaient mises en œuvre, mais je n'ai fait aucun dessin préparatoire. Les seuls dessins que j'ai faits, ça a été quand même de dessiner sur des cylindres. Alors on le voit sur la photo de droite. J'ai commencé à dessiner des trames en les décomposant, c'est-à-dire de diviser le cylindre en deux, d'avoir des lignes verticales d'un côté et des lignes horizontales de l'autre, et par la transparence du verre, la trame se fait en fait. Et après pas mal de discussions avec les personnes de l'atelier, avec Françoise, on a décidé de traduire ces trames par de la gravure. On en voit un peu, mais on va les revoir tout à l'heure plus précisément. Donc voilà, j'ai quasiment pas dessiné, où les seuls dessins que j'ai faits, ce sont en fait des notes où je notais tout ce qui se faisait dans l'atelier pour en avoir la trace, la mémoire aussi. Donc voilà.
Ça, c'est des extraits de mes carnets. Alors, le travail a avancé et les tables du CIRVA ont commencé à se remplir de cylindres. Alors, il y avait des différents groupes d'objets toujours autour du cylindre. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se produisait sur les tables, c'est-à-dire que de manière presque comme ça improvisée, c'était pas du tout volontaire au début, mais il a commencé à se constituer une sorte de paysage de verre, et c'est ça qui a commencé à m'intéresser quasiment plus que les objets eux-mêmes que j'étais en train de faire. Et la constitution de ce paysage, en fait, est devenue la finalité du projet. On a avancé, à un moment donné, j'ai pensé qu'il y avait des choses qui étaient abouties. Par exemple, là, on voit un des groupes, ce que j'appelle la série lisse. Et on a décidé de photographier ces différents groupes. Et on a fait monter sur Paris tout ce qui était abouti pour les faire photographier. Et là, il s'est passé un fait qui, au début, m'a semblé évidemment malheureux. C'est qu'une fois que les pièces ont été photographiées et qu'elles étaient en train de retourner à Marseille, alors ça, c'est quelque chose que je relate, cet événement c'est extrait ça du carnet de bord du CIRVA. C'était des petits carnets que le CIRVA produisait pour relater certains projets. Le camion donc, qui redescendait sur Marseille se fait voler à Aix-en-Provence, et tout le travail qu'on avait fait, toutes les pièces qui étaient abouties disparaissent. Donc on ne les a jamais retrouvées. Et tout de suite, j'étais évidemment très embêté, et Françoise m'a tout de suite rassuré en disant de toute façon on a noté tout ce qui s'était fait, on a les photos, on va refaire le travail. Et là il s'est passé une chose intéressante, c'est que du fait que j'ai plus seulement les photos pour regarder ce qui avait été fait, je me suis rendu compte que en regardant ces photos qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas, chose que je n'avais pas vue quand j'avais les pièces devant moi, les pièces réelles devant moi ou dans l'atelier. Et donc, on a refait le travail en modifiant, j'ai apporté des modifications. Et du coup, ce fait qui était un peu malheureux au départ, s'est transformé finalement comme une chance pour refaire les choses, puisque toutes les pièces qui ont été refaites sont, à mon avis, beaucoup mieux que les premières pièces. Alors voilà, là, c'est juste une sorte de répertoire de toutes les différentes typologies qui ont été faites. Donc, dans ordre chronologique, à gauche, vous avez les vases gravés dont je vous parlais tout à l'heure. Après, il y a eu la série lisse, c'est juste une plaque de verre coulée. Et la série des écrans, sérigraphiés, et la série des élastiques. Et dans chaque série, il y a eu une multitude de pièces faites, donc avec des variations de hauteur, de couleur, etc. Donc là, je vous en montre quelques-uns. Et ça, c'est les élastiques que Mathéo a soufflé d'ailleurs. Et alors, ces deux vases-là, ils sont un peu différents des autres, ils ont un statut un peu différent du fait qu'ils sont vraiment arrivés à la fin du projet. Et ils sont arrivés quand j'étais vraiment en train de travailler sur le paysage, c'est-à-dire sur le fait de prendre toutes ces pièces et de les agencer ensemble. Et j'avais besoin de pièces un peu fortes, un peu dures, qui viennent un peu ponctuer le paysage. Alors là, on va voir le résultat. Ça a été montré, c'est la première fois qu'on a montré l'ensemble. C'était aux Arts décoratifs en 2001. Puis il a été montré plusieurs fois. Là, je vous montre juste quelques exemples. Ça, c'est au MUDAC à Lausanne. Donc à chaque fois, en fait, c'est à partir des mêmes pièces, l'agencement est différent, en fait. Et ça pourrait être comme ça infini. Je pourrais le refaire.
Et enfin, je vous montre ça. Alors là, c'est pas moi qui ai fait l'installation. Il s'agit de l'installation qui a été faite à Venise, dans ce lieu qui s'appelle les Stanze del Vetro, qui montrait tout le travail qui a été fait au CIRVA. Et donc, ça m'amène à vous parler d'un autre projet qui est à Venise, qui est ma collaboration courte, mais collaboration avec Benigni. Alors, elle est arrivée juste après le CIRVA, et je suis arrivé là-bas, en fait, par l'intermédiaire de Sotsas, qui, conjointement, quand je faisais le projet au CIRVA, faisait aussi un projet là-bas. Alors, je l'avais déjà rencontré plusieurs fois, puisqu'il m'avait proposé en 98 de faire ma première exposition personnelle à Milan. Et il avait vu les pièces que j'étais en train de faire au CIRVA, et il a parlé de moi chez Venini, et les a invités à me contacter. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Venini. Alors là, le contexte est totalement différent, parce que si au CIRVA, finalement, il n'y avait aucune obligation de résultat, et il y avait quasiment des possibilités infinies de faire des essais, il n'y avait aucun but commercial. Et dans le cas de Venini, c'est évidemment une entreprise qui a un but commercial. Donc, ils m'ont invité pour dessiner des produits. Alors, ils m'ont demandé de travailler avec des techniques relativement simples pour arriver à faire des objets qui soient relativement bas, enfin, si on veut, en tous les cas dans leur gamme de prix du catalogue de Venini. Ça, c'est la première proposition. Là, la technique, il s'agit de verre incamiciato, c'est-à-dire que c'est un verre qui se fait par strates avec différentes couleurs. Et bon, le principe est assez simple. En fait, la couleur est à l'intérieur et une sorte de bourrelet qui est en haut permet de finir la forme et de révéler la couleur qui est à l'intérieur. Alors là aussi, par rapport au CIRVA, le procédé de travail est différent. Et j'allais dire, il correspond beaucoup plus à ce que je vous expliquais au début par rapport au dessin. C'est-à-dire que là, puisque en fait, Venini m'a pas du tout, même si j'ai visité la verrerie, il n'y avait pas du tout la possibilité d'aller travailler avec des verriers, de rester avec eux et de faire des expérimentations. Donc ça passait par le dessin, je leur ai fait des propositions. Dans ces propositions, ils ont choisi certaines choses qu'ils ont développées. Donc tout est passé comme ça. C'était assez distant par rapport justement à l'expérience du CIRVA. Donc ça, c'est la première proposition. Voilà, ça, c'est le petit dessin avec des cotes. Et ensuite, ils m'avaient demandé, ils avaient été intéressés par le principe des vases élastiques, et ils m'avaient demandé si je pouvais réinterpréter cette idée, en fait, pour en faire un produit, avec aussi les spécificités de Venini, qui est la qualité de la couleur. Donc ça a donné le vase Triplo, qui a existé en 2 gammes de couleurs. Bon, je n'ai pas la deuxième gamme à vous montrer. Et enfin, il y a eu ce dernier ces groupes de vases, là, qui est une forme très simple, avec 2 états de surface du verre. Bon, le vase s'appelle Boa, qui veut dire bouée en italien. En fait, la forme, elle m'a un peu été inspirée par les bouées qu'il y avait dans la lagune. Alors, presque en même temps, parce que tous les projets que je vous montre là, ça se passe entre 1998 et 2004, arrive le projet de la carafe Haut-de-Paris. Alors, une fois de plus, là, c'est un contexte très différent. Haut-de-Paris, c'est l'opérateur public de l'eau, entre du robinet. Et il voulait faire un objet, une carafe, qui invite les Parisiens à boire l'eau du robinet. Et la fonction aussi de cette carafe, c'est de pouvoir faire décanter l'eau, parce que, en fait,
si l'eau de Paris a une réelle qualité minérale, ils n'ont pas la maîtrise de toutes les gaines, en fait, toutes les canalisations. Et du coup, à certains moments, l'eau n'a pas forcément une odeur très agréable. Et quand on la fait décanter, cette odeur part. Donc c'était un peu leur idée de proposer un objet qui permette ça pour que l'eau ait non seulement une qualité minérale bonne, mais aussi qu'elle soit bonne au goût. Donc ce projet, il s'est fait sur un concours, sur invitation. Ils avaient invité 5 designers à faire une proposition et j'ai été l'heureux élu du concours. Et là, je vais vous montrer quelques esquisses de la recherche autour de la carafe. Alors, il y a clairement une volonté d'essayer d'aller vers un objet assez archétypal. Tout le début de la recherche, ça consistait pour moi, essayer de voir par exemple, quelle est la différence entre un pichet et une carafe. Et très vite, en fait, là, on le voit dans ces dessins, je décompose l'objet en 3 parties. Une base, parce qu'on nous demandait aussi, dans le cahier des charges qui était très précis, de faire un objet qui soit solide. Donc il y a une base, le corps principal qui est le contenant, et la partie haute de l'objet qui est une sorte de goulot et en même temps une sorte de poignée par lequel on attrape l'objet. Donc voilà, ça c'est le résultat final. Et là, je vais vous montrer un film, mais il faut quand même le mettre fort parce que c'est... C'est des conditions de travail quand même très dures. Il fait chaud, c'est assez noir, il fait humide, et il y a ce niveau sonore qui est absolument incroyable. Et en fait, c'est tellement fort qu'on ne peut pas se parler. Donc les ouvriers se parlent par geste ou se touchent, parce que si quelqu'un arrive derrière, on n'entend pas la personne arriver. Enfin bref, c'est une situation de travail assez... Tout ce que j'ai dit là, c'est... Bon, okay. Donc, je sais pas, je crois que vous m'avez pas entendu. Bon, c'est pas grave. Alors là, ça, ce sont c'est des chalumeaux qui retournent le verre. Là, c'est des histoires de finition. Et on arrive vers l'arche. C'est la chose verte là, qui permet au verre de redescendre en température, sauf que à l'inverse du Cirvar, où il fallait attendre au moins 6 heures, enfin la nuit, ici le procédé est accéléré en fait. Et voilà, on passe de l'autre côté de l'usine, où donc le verre est froid, il n'y a plus de choc thermique, et là commence la phase de tri des pièces et de l'emballage. Alors, donc c'est un procédé, comme vous voyez, qui est très industriel, et le minimum de pièces qui sont produites pour lancer une production, c'est 30 000. Donc la première production a été de 30 000 et ils l'ont reproduite, je crois, au moins 2 fois, peut-être 3, je ne sais plus exactement.
Voilà pour le projet de la carafe. Alors là, j'arrive, ça c'est quelques années plus tard, c'est 2011, et c'est le début de ma collaboration avec la Cristallerie Saint-Louis. Donc je suis contacté en 2011 par Anne Lhomme, qui fait la direction artistique encore aujourd'hui de la Cristallerie, avec un cahier des charges très, très précis qui était de dessiner un petit groupe d'objets, à savoir des gobelets et un broc et des chopes. Et j'arrive dans ce contexte, évidemment, après les autres expériences, donc je commence à avoir quand même une petite connaissance du verre, mais par contre, je n'avais jamais travaillé avec le cristal. Et une des premières choses que j'ai fait aussi, puisque j'ai été invité à visiter la manufacture, c'est d'essayer de comprendre quelles étaient les spécificités du cristal, et à partir de là, qu'est-ce que je pouvais en faire moi. Alors évidemment, il y a cette question de peut-être une des premières choses qui m'a marqué, c'est la question de la transparence, la pureté de la matière. C'est un truc presque un peu magique. Et il y a évidemment cette question des tailles, puisque la cristallerie, c'est aussi une des spécificités d'avoir tout ce travail sur la taille. Et donc, je note aussi une différence par rapport à ce que j'ai pu faire au Cirva ou chez Venini, c'est que dans ces deux cas, il y a toujours, même si les savoir-faire sont très hauts, mais il y a toujours une sorte d'indécision, je dirais, dans le verre, dans ce qui est en train de se faire, alors que dans le cristal, moi j'y perçois quelque chose justement de l'ordre d'une précision presque clinique. Et je décide en fait de travailler à partir de tous ces critères que je définis. Et j'arrive à ces objets, c'est-à-dire que là j'étais intéressé par le fait que les objets montrent deux états du cristal, c'est-à-dire la transparence et la partie gravée. Suite à ça, on a rajouté un verre sur pied, une flûte à champagne. Et conjointement à ces objets qui faisaient vraiment partie du cahier des charges, j'ai retravaillé à partir de ce que j'avais fait au Cirva, puisqu'évidemment la question de la taille, ça m'a renvoyé finalement à ce premier travail avec le verre que j'avais fait en fait avec la taille. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de repartir de ce principe, mais de le traiter justement avec cette espèce de rigueur et précision du cristal. Et ça a donné, donc j'ai proposé ces deux vases que la cristallerie a acceptés et qui sont rentrés dans le catalogue en même temps que les autres objets que je vous ai montrés. Alors, cette collaboration, elle se poursuit. Et là, je vous montre juste ça parce que je ne peux pas vous parler plus de ce projet. Mais c'est un projet qui est très conséquent parce qu'il y a beaucoup d'objets. Alors, il y a toute une série d'objets pour la table et il y a aussi des luminaires. Et ce projet va être, c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer, va être présenté en 2022. Mais juste pour en dire un mot, le dessin qui se trouve au milieu, en fait, il illustre un peu le principe plastique de cette collection, qui est en fait basé sur un principe extrêmement simple, qui est la rencontre entre des lignes horizontales et des lignes verticales. Alors disons que les lignes horizontales, elles sont toujours placées à l'endroit du contenant de l'objet, et les lignes verticales, elles sont toujours dans les bases, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui élève le contenant. Voilà, et c'est ce principe en fait de rencontre des deux lignes qui fait collection en fait. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation. Merci.
Merci beaucoup. C'était très clair. On ne s'attendait pas à autre chose en même temps. De la clarté et de la limpidité et voilà, l'efficacité aussi dans le projet. Et puis sans oublier la poésie qui va autour. Alors, on est là, tu t'es concentré sur le travail du verre. Il y a aussi beaucoup d'autres projets. Quel est le processus est toujours le même. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Oui, le processus, il est comme j'ai dit, très très lié à la pratique du dessin en fait. Mais en fait, la chose importante pour moi, c'est d'essayer de comprendre le contexte dans lequel je travaille. C'est-à-dire que le principe que je vous ai décrit au départ, c'est un principe, mais je pense que le contexte, il faut faire autrement, je fais autrement. Je ne suis pas non plus à cheval sur un principe et en me disant c'est comme ça que je travaille et voilà. Donc, je pense que c'est aussi c'est important dans la méthode du projet de comprendre le contexte et de savoir qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de ce contexte, comment j'arrive moi avec mon histoire et comment la rencontre de deux histoires arrive à se faire. Donc j'ai aussi une forme de souplesse par rapport à ça. Et donc d'un point de vue, on a des projets ici sur l'artisanat, on a des projets plutôt industriels, sur la carafe notamment. J'imagine que en fonction de l'interlocuteur, en fonction bien sûr du contexte, il y a un projet différent. Est-ce qu'il y a des exemples dont tu peux nous parler un petit peu de projets plus industriels que tu aurais fait sur d'autres matériaux? Et jusqu'où tu t'autorises, quels sont les matériaux avec lesquels tu travailles et lesquels tu t'autorises, vu qu'aujourd'hui, tu dis qu'il n'y en a pas un seul qui soit un matériau de prédilection, même si on voit que le verre quand même te chatouille. Oui, parce que là, on voit, c'est une sélection d'objets en verre, donc... mais en fait, non, j'ai pas de... Quand je dis que j'ai pas d'a priori, c'est une réalité, c'est-à-dire que... je peux essayer d'en donner des exemples. Par exemple, dans le travail avec la galerie Créo, à un moment donné, parce que la galerie travaillait avec Mendini qui travaille avec Bisazza, la galerie m'a proposé de faire un projet avec de la mosaïque. Par exemple, moi, j'avais absolument aucun intérêt particulier pour la mosaïque. Et pour moi, c'était même un peu connoté comme type de matériau. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être intéressant de voir ce que moi, je peux en faire. Et très vite, en fait, en réfléchissant à ça, parce que bon, là, je ne vais pas trop développer sur le dessin, mais finalement, le dessin, il y a deux pratiques, en fait. Il y a la pratique du dessin qui est liée directement au projet. Donc, c'est des dessins qui se font sous forme d'esquisse. En général, ça se fait sur un format A4, c'est mon format de prédilection. Et il y a les dessins de dessin, qui sont des dessins que je fais que pour le dessin lui-même, la finalité du dessin, le dessin lui-même. Et avec la mosaïque, j'ai trouvé un moyen de traduire certains dessins que j'appelle les dessins de dessin, ou en tous les cas de m'inspirer de certains de ces dessins, que j'ai réussi à traduire par la mosaïque. C'est comme ça que je suis rentré dans le projet. Mais avant que la galerie me propose de travailler avec ce matériau, j'avais absolument pas de désir particulier là-dessus. Et bon, je pourrais prendre des exemples comme ça. Donc j'ai pas d'a priori, et même par rapport à la connotation de certains matériaux, ça m'est arrivé, par exemple, de faire des objets. Je pense à certaines choses que j'ai fait avec la Design Gallery, par exemple, qui, avec du marbre et du bronze doré, et par exemple le choix du bronze, pour moi, là, il était vraiment, j'étais intéressé par l'idée que ce soit brillant, mais c'est le jaune qui m'intéressait. Et j'ai pas du tout pensé à l'association bronze et marbre qui pourrait juste faire salle de bain de luxe, quoi. Mais c'est pas
c'est pas du tout ça qui m'intéressait. Et je me détache de ce genre de choses pour m'autoriser aussi de faire ça, parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est ces matériaux-là qui correspondent à ce que je disais de la traduction de la forme, en fait. Voilà. Après, sur la question industrielle, enfin, pour moi, la grande différence, c'est quand même c'est dans le rapport du travail, en fait. C'est que le travail industriel il est quand même beaucoup plus distancé que, bon, par exemple, au CIRVA, où tout s'est fait complètement en direct. Hein. Et même le travail avec la galerie, j'ai très peu d'interlocuteurs. J'ai 2 interlocuteurs, alors que dans un cadre industriel, il y a toujours beaucoup plus d'interlocuteurs qui rentrent dans le jeu du projet. Donc c'est beaucoup plus complexe aussi à gérer. Voilà, ça c'est une différence notoire. Mais là aussi, quand je suis dans un contexte industriel, j'essaye d'en comprendre comment moi je vais réussir à me mouvoir dedans. Des fois ça marche, et puis des fois ça marche moins bien, mais bon. Et tu fais quand même partie des rares designers qui réussissent à garder cette ligne pure, directrice dans tous tes projets, dans le développement, quelle que soit la finalité, même s'il ne s'agit pas de répéter une écriture, il s'agit bien d'avoir une démarche authentifiée et authentique. Et justement, dans le cadre industriel, j'imagine que parfois c'est un peu compliqué, frustrant, ou est-ce que c'est le même plaisir ? Et d'ailleurs, quels sont est-ce que tu as des exemples, des choses que dont tu peux nous parler éventuellement ? Alors, non, le plaisir, il est là. Par exemple, le travail avec Hay, j'ai dessiné toute une série de lampes. Il est là, mais c'est sûr que à certains moments, il y a une sorte de frustration, peut-être liée à la distance dont je viens de parler, mais en fait, je sais pas trop quoi en dire. En tout cas, très belle lampe, cela dit, au passage. Mais c'est ça qui est encore une fois assez probant. Enfin, je pense que moi, j'en ai pas beaucoup. Je vais parler des Bouroulèques, peut-être juste en designer, qui ont gardé une intégrité comme ça du début à la fin. Je trouve que c'est rare, et je suis toujours très admiratif en tant que designer aussi, qui est un peu plus évolué au fil de l'eau et des terrains accidentés ou non que je rencontrais. Voilà, je suis toujours extrêmement impressionné par les démarches singulières et surtout les démarches qui sont continues au fil du temps. Je ne sais pas s'il y a des questions depuis. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est très touchant aussi quand vous parlez le déroulement de vos projets et tout ça. Comment vous êtes arrivé au design en fait? Comment vous êtes découvert designer? Alors, moi, effectivement, j'avais jamais pensé que j'allais faire du design en fait. Hein. J'avais absolument, même je dirais, aucun fantasme sur cette profession. Et moi, j'ai une formation de plasticien. J'ai fait une école d'art dans un département art. Et bon, c'est peut-être un peu long à expliquer, mais c'est à un moment donné, je me suis retrouvé un peu dans une crise par rapport à cette question de est-ce que je voulais vraiment faire de l'art ou pas. Et j'étais intéressé par le fait d'essayer parce que pour le dire un peu simplement, la vraie question qui me travaille tout le temps, c'est la question de la forme, depuis toujours. Et en fait, produire de la forme, il y a plein de contextes où on peut produire de la forme. Il n'y a pas que celle des arts plastiques. Et c'est vrai que par le design, j'ai trouvé là en fait un espace dans lequel je pouvais continuer à faire ce travail sur la forme, et qu'en même temps que ces formes que j'allais produire, elles allaient rentrer, comment dire ça, dans un contact plus direct avec la vie. Enfin, il y avait un désir un peu de ce côté-là en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit au design. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé à faire des choses qui s'approchaient de l'objet.
Et petit à petit, j'ai intégré, pour ça que ça a été un procédé assez long, petit à petit, j'ai intégré des questions qui appartiennent proprement au design, à savoir que quand j'ai commencé à dessiner des choses, je me suis intéressé à comment elles allaient être produites et comment le fait de comment elles allaient être produites, elles avaient une incidence sur le dessin. Enfin, petit à petit, comme ça, je suis arrivé... voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme designer, plasticien, ou la question se pose pas? De toute façon, c'est un peu ridicule de la poser, alors, mais malgré tout, on a besoin de cases parfois. Alors, par simplicité, je dis que, ou commodité, je dis que je suis designer. Mais après, je sais pas. C'est aux autres. Non, mais évidemment, il y a des objets produits, donc forcément, on est dans ce cadre. Mais c'est vrai que la démarche artistique est telle que, voilà, on va. Quand on voit les dessins, je suis quand même. Enfin, même s'il y a des moments où je fais, entre autres en ce moment, où je suis aussi dans une période de questionnement, où je produis des choses alors qu'ils n'ont absolument plus de fonction, clairement. Et mais pour moi, j'ai quand même encore le sentiment que je suis quand même encore dans le champ du design. J'ai du mal à revendiquer, pour l'instant en tous les cas, et je ne sais pas si je suis intéressé par le faire en fait. Le fait de dire oui, je suis un artiste. Bon, moi en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de me rendre disponible pour faire les choses que je pense que je dois faire en fait. C'est une bonne manière de voir. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, oui. Bonjour. Bonjour. La distance, de ce que je ressens, hein, la distance que vous conservez entre la matière et votre dessin, est-ce que c'est quelque chose que vous vous imposez pour ne pas être séduit, trop séduit peut-être par ne serait-ce que le verre, hein, qui est quand même un matériau absolument fascinant, ou est-ce que c'est juste un mode de fonctionnement où vraiment vous vous méfiez de la matière et vous ne voulez pas être dans peut-être la facilité, ou à quel niveau est-ce que vous, ou comment est-ce que vous définissez cette distance que vous vous imposez? Oui, il y a une distance. Sans doute que j'ai une sorte de méfiance par rapport à la matière et de ne pas me laisser prendre trop là-dedans pour perdre, parce que c'est peut-être aussi une façon... Je sais pas, Noé parlait d'une direction de travail comme ça que je tiens, mais c'est peut-être aussi une façon de la tenir, cette direction, et pas perdre le fil que je veux suivre en fait, qui est celui des pensées qu'il y a dans le projet et de où est-ce que je veux arriver au niveau de la forme en fait. Et puis après, mais bon après ça dépend des situations. Mais je me méfie aussi de pas trop tomber, parce que il y a certains matériaux, entre autres le verre, qui ont des effets, et je me méfie beaucoup des effets en fait. C'est pour ça que par exemple au CIRVA, la décision de travailler sur le cylindre, c'est presque c'est volontairement une position de retrait en fait, parce que très vite le premier jour, quand je vois comment ça se passe, je comprends qu'en fait, on peut tout faire en soufflage. C'est très plastique, le verre, donc il y a une multitude de choses qui sont de formes possibles. Et c'est vrai que je me mets en retrait par rapport à ça. C'est une décision comme ça, parce que je veux tenir un espèce de fil, je ne sais pas comment l'appeler, mais je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est ce fil qui permet de voir le travail en continu, justement, et de voir que... Ouais, peut-être, oui. Et de ne pas se laisser impressionner par la matière. Je trouve ça intéressant. C'est rare d'y résister si bien, finalement. Parce que c'est tentant. Au-delà de la matière elle-même, les effets de mode, les tendances, les moments qui passent, on parle que de ça autour de nous, surtout dans le monde d'information dans lequel on est. Donc rester sur son fil, c'est pas simple. Je crois que je tiens encore à... au nom de l'Académie, te remercier d'avoir été là aujourd'hui pour présenter ton travail. Merci.